Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il s'agit maintenant d'un update lecture, mais c'est le 13e, donc avec le chiffre 13, je me suis dit ce serait bien de faire un petit update spécial fantastique horreur. Donc ça va être un peu la thématique de la vidéo d'aujourd'hui. Et donc j'ai lu pas mal de Brajlon dernièrement, et donc je vais même aller plus loin, je vais faire une vidéo spéciale Brajlon où je vais vous présenter 3 livres fantastique horreur, en tout cas plus ou moins pour la plupart. Et voilà, je vais faire une vidéo axée là-dessus. Et on va commencer tout de suite par le livre que j'ai lu pour le week-end d'Amil, dont je ne vous ai toujours pas parlé. Il s'agit du Club Vesuvius de Margatis. Donc Margatis, je vous avais déjà dit que c'était l'auteur de plusieurs épisodes de Sherlock et de Doctor Who. Donc on va vraiment retrouver cet humour très très british dans ce livre. Hein. Un livre dont je vous parle pas de... En plus avec la lumière, tu vois, ça fait des surbrillances dorées et tout. Et bien c'est marrant parce que quand j'étais en train de le lire, à un moment j'avais le coucher de soleil à côté de moi et j'avais mes mains toutes jaunes illuminées par le reflet du soleil sur la tranche. C'était magnifique. Ça faisait un peu un truc un peu surnaturel comme ça dans mes mains, elles étaient toutes dorées. Donc voilà, c'était une petite parenthèse qui n'avait pas beaucoup d'importance en fait. Je vais essayer de les éviter pour la suite de la vidéo. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Donc c'est la première enquête de Lucifer Box. Lucifer Box qui est un agent secret. On va retrouver un humour très très british, un peu absurde, un peu n'importe quoi dans ce livre. Et j'ai du mal encore aujourd'hui à dire si j'ai vraiment aimé ce livre ou pas, parce que c'est un peu particulier, ça sort des sentiers battus. Si vous avez envie de lire quelque chose de différent, il y a un peu du n'importe quoi dans le livre et tout, tentez-le, parce qu'on est vraiment là-dedans. Et donc c'est assez bizarre. Au début, on est vraiment dans l'absurde. En tout cas, ça commence vraiment... Enfin, on a un peu n'importe quoi, il se passe un peu tout, des choses bizarres. Par exemple, il est agent secret et Lucifer Box doit retrouver son supérieur dans des toilettes toutes métallisées où t'as des portes qui s'ouvrent mécaniquement, tout le truc quoi. Donc c'est un peu spécial, il y a un peu un côté nawak là-dedans. Mais c'est un aspect qui va s'atténuer au fil du livre parce qu'il y a une vraie enquête dedans, en tout cas une vraie aventure, parce qu'on peut pas parler on peut pas à proprement parler d'enquête. C'est plus une aventure qui va conduire le héros à Naples. Parce que voilà, il s'agit du club Vesuvius, vous vous doutez qu'il y a tout un truc avec le Vésuve, le volcan, tatata, et on va vraiment être là-dedans. Un côté d'ailleurs qui va vraiment avoir son climax à la fin, parce qu'il y a vraiment tout un truc qui va se passer avec le volcan. Il y a des confréries secrètes, il y a des trucs qui se passent, il y a des trahisons, il y a plein de choses qui se passent. Et tout ça avec un humour quand même assez particulier. Ce n'est pas non plus un livre à mettre entre toutes les mains, parce il y a des côtés un peu trash, sexuellement parlant. Donc voilà, je m'attendais pas forcément à ça. Parfois ça arrive comme ça, directement. On est un peu, waouh, qu'est-ce qui se passe ici? Et voilà, ça peut parfois pas choquer, mais on s'attend pas à ça. On est en tout cas surpris. Donc voilà, j'ai du mal à me faire un bilan là-dessus. Enfin, un avis vraiment. Euh, En fait, l'agent secret doit aller à Naples parce qu'il y a un mec qui a disparu, donc il doit aller à sa recherche. Il va rencontrer des personnages là-bas, assez hauts en couleur, hein, d'ailleurs. Et, et voilà, ça va le mener un peu partout. Il y a pas mal de scènes d'action. Voilà, on s'embête pas pendant le livre en tout cas. Hein. Il n'y a pas beaucoup de parlotte et tout. Il y a plein de trucs bizarres. Il y a aussi des très belles illustrations dedans. Enfin, des très belles. Ça dépend des goûts évidemment. Hein. Un peu comme ça. Et donc voilà, j'ai du mal à me faire un avis là-dessus. Ça se passe au début du siècle dernier, c'est-à-dire vers les années 1900. Je sais pas si c'est l'époque victorienne ou édouardienne. En tout cas, voilà, c'est début du siècle. Je sais que le tome 2 se passe dans le New York des années 20, donc ça peut vraiment redonner un second souffle à cette série. Rien qu'au deuxième tome, hein. Donc à mon avis le deuxième tome est déjà bien différent du premier, et voilà, je le tenterai quand même parce que j'ai du mal à me positionner par rapport à ce livre. En tout cas c'est un livre à découvrir. Ensuite là on est vraiment dans l'époque victorienne et même l'époque Jack l'Éventreur, 1888 aussi en français, j'allais dire 98 mais non.
J'essaie d'adapter en français, mais non, 1888, Whitechapel de Sarah Pinborough. Donc c'est celle qui a écrit aussi Poison, Charme et tous les adaptations enfin les réécritures de contes de fées. Voilà, c'était un cadeau de Johanna. D'ailleurs, j'avais adoré la couverture et tout. Je la remercie encore. Et voilà, toutes les personnes que je cite, il y a les chaînes dans la description, hein, bien sûr. Donc voilà, on est à l'époque de Jack l'Éventreur. On va suivre un médecin qui fait les biopsies et tout à l'époque des meurtres et tout. Et le médecin va se rendre compte avec son équipe que tous les meurtres qu'il découvre ne sont pas de Jack l'Éventreur, et ils arrivent très très vite au début du livre à la conclusion qu'il y a un deuxième tueur qui agit à la même période, quoi. Donc voilà, le médecin aussi, c'est un accro à l'opium. On le retrouve la journée il travaille et la nuit on le retrouve dans les quartiers un peu sombres de Londres, dans les fumeries d'opium, tout ça. Donc c'est vraiment une ambiance assez pesante, assez lourde, assez sombre. Voilà, c'était un côté que j'avais particulièrement aimé, en tout cas dans la première partie. Et dans la deuxième partie, ça va vraiment virer au fantastique, voire à l'horreur, quoi. C'est carrément l'horreur à la fin. Donc on n'est pas du tout ce qui peut apparaître au début comme une enquête devient très très vite un roman fantastique, un peu à la Penny Dreadful. Je sais pas si vous connaissez la série, qui nous emmène aussi dans le Londres victorien, où il y a plein de créatures comme Frankenstein, des vampires, il y a un peu de tout dans cette série-là. Ici, c'est vraiment axé voilà, sur des meurtres en série, mais le livre n'est pas axé sur Jack l'Éventreur. Jack l'Éventreur, on en parle, mais on le rencontre pas vraiment. Voilà, c'est pas non plus un livre sur Jack l'Éventreur, c'est un livre sur le deuxième tueur qui agit à ce moment-là, qui est purement fantastique, hein, c'est de la fiction, hein, bien sûr. Et donc voilà, on va vraiment rentrer dans le fantastique au fur et à mesure du récit. Et voilà, j'étais un peu déçu par ce côté-là parce que par la suite, à la suite de ce livre, j'ai regardé pas mal de documentaires justement sur Jack l'Éventreur. Parce que à ce jour, on sait toujours pas, on n'a toujours pas de preuves sur celui qui était vraiment Jack l'Éventreur, quoi. Donc il y a plusieurs théories et tout. J'étais fasciné par les documentaires que j'ai vus. Certains sont d'ailleurs assez trash d'ailleurs, hein, parce qu'on voit vraiment les photos des victimes mais mortes, quoi. Et voilà, quand on sait que c'est les vraies photos des vraies victimes, voilà, c'est un peu angoissant quand même. Mais j'étais vraiment fasciné par les documentaires. Il y a des documentaires où il privilégiait telle théorie, ouais en fait c'est lui parce qu'il a tué, il explique tout de A à Z. Puis il y a un autre documentaire, on dit non c'est lui. Et donc voilà, j'en ai regardé pas mal, vraiment parce que j'étais waouh. Je me dis, j'essayais moi-même de me mettre dans le jeu et de me dire, bah c'est qui alors qui était Jack l'Éventreur. Et je me dis que les documentaires m'avaient tellement fasciné et qu'il y avait tellement de choses là-dedans, de choses intéressantes, de choses fascinantes, de choses énigmatiques surtout, que je me suis dit, est-ce que ça valait la peine de reprendre l'histoire de Jack l'Éventreur et de mettre du fantastique dedans? Parce que l'histoire de Jack l'Éventreur se suffit à elle-même, quoi. Il y a assez de mystère autour de ça que pour rajouter du fantastique. Et voilà, j'ai pas trouvé ça super efficace. Voilà. Maintenant, pour l'ambiance, pour l'atmosphère, c'est vraiment un livre qui a une âme, comme j'aime bien dire. Voilà, il y a vraiment une atmosphère très pesante là-dedans, c'est très glauque. Voilà, j'ai vraiment aimé ça, mais le côté fantastique qui est rajouté dedans, voilà, j'ai beaucoup moins. Donc, si vous aimez Jack l'Éventreur, si ça vous dérange pas qu'on rajoute du fantastique un peu autour de ça, ben franchement, foncez dessus, ça va pas mal vous plaire. Pour moi, moins. Voilà. J'aurais préféré qu'on reste sur Jack l'Éventreur et que voilà, on fasse une autre histoire autour de ça, mais pas de là à rajouter du fantastique dedans. Voilà, voilà. Et le dernier que je vais vous présenter pour cette vidéo, il s'agit de Snowblind de Christopher Golden. Donc je l'ai lu il y a pas mal de temps, hein. Mes souvenirs ne sont plus tout frais. C'est pour ça aussi que j'essaie de faire pas mal de vidéos pour rattraper mon retard. Donc je l'ai lu en lecture commune avec Elise. Donc je vous mets sa chaîne en barre de description, en barre d'infos, je sais pas comment vous appelez ça, mais vous avez compris. Et donc ici on est dans une histoire de tempête. Le livre commence par un flashback, 12 ans plus tôt en gros, et il y a une énorme tempête de neige où il y a pas mal de morts.
une grosse dizaine de morts, un truc comme ça. Et, euh, et donc voilà, c'est assez trash, on rentre assez vite dans l'histoire, on rentre directement dans l'action, c'est un côté qui m'a pas mal plu aussi. Et voilà, c'est une petite partie qui revient donc dans le passé, et la majeure partie du livre par la suite se déroule de nos jours, 12 ans après la tempête, un truc comme ça, hein, je crois, ouais c'est 12 ans, enfin on s'en fout de toute façon. Et, et donc voilà, on voit comment les personnages ont évolué, et à côté de ça, il y a une nouvelle tempête qui se pointe, une grosse tempête, et, et tout le monde est un peu angoissé dans la petite ville parce qu'il se dit oui, est-ce qu'il va y avoir autant de morts que la dernière fois et tout, il y a les souvenirs qui ressurgissent, il y a pas mal de gens qui ont des cicatrices, des gens qui ont perdu des membres de leur famille dans cette tempête et tout ça. Et et voilà, tout le monde est un peu angoissé, tout le monde est un peu sur le qui-vive. Il s'agit presque d'un roman choral à la Stephen King, c'est-à-dire qu'on ne suit pas un seul personnage, mais alternativement plusieurs personnages, 4 ou 5. Et il va se passer pas mal de choses. Il y a des morts qui vont ressurgir d'une certaine façon. En tout cas, les personnages qui ont survécu à la première tempête vont revoir des gens qui étaient censés être morts. Et voilà, ça va donner un côté angoissant. Il y a aussi une toute petite fille qui commence à parler comme une vieille dame. Donc voilà, il y a des passages un peu comme ça angoissants. Est-ce qu'on peut parler vraiment d'un roman qui fait peur? Moi, pas vraiment. Il m'a pas vraiment fait peur, réellement. Il y a un gros côté fantastique. Il y a des passages très malsains, des petits passages qui peuvent donner le frisson, des passages un peu glauques. Mais de là à parler de terreur, pas vraiment. Bon, c'est peut-être moi qui suis un peu immunisé avec tous les romans d'horreur que j'ai lus ou que j'ai vus, mais enfin voilà, il m'a pas super, voilà, c'était pas vraiment le gros frisson non plus. Voilà, et en plus il y a des petites phrases comme ici, ce livre vous glacera les os et le sang de Stephen King. Donc voilà, c'est un. En plus ça me fait marrer cette petite phrase parce que à chaque fois on met jamais ce roman est nul à chier, Stephen King, ça serait drôle en fait. Moi j'imagine en plus c'est tellement rare parce qu'à chaque fois c'est donc ouais ce livre est un chef-d'œuvre, ce livre est une œuvre magistrale, ce livre vous glacera les os et le cœur. J'imagine un livre où il serait marqué ce livre est nul à chier, Stephen King quoi. Ce serait juste trop fun. Imagine tu vas chez le libraire et tout, tu dis ah moi j'ai envie de changer, j'en ai un peu marre des chefs-d'œuvre, il y en a partout dans les rayons. Est-ce que vous avez pas un livre que quelqu'un a dit qu'il était nul à chier? Moi je le prends direct, je prends mon portefeuille, je le claque sur la table quoi, direct quoi. Donc voilà, ça me fait un peu marrer cette petite phrase. Maintenant, je ne les lis plus vraiment parce que bon, ils sont tous censés être bien en fait. Hein. Donc laisse tomber. En tout cas, j'adore la couverture, hein, pour enchaîner sur autre chose, un peu plus. Donc c'est une main comme ça, un peu congelée avec un flocon de neige, un gros flocon de neige, hein, comme ça, qui est très beau, hein, d'ailleurs, assez graphique comme ça. Donc voilà, c'est un bon livre à lire l'hiver, si jamais il y a une tempête de neige et tout, comme ça on est vraiment dans l'ambiance. L'ambiance est plutôt pas mal, ça a vraiment des côtés Stephen King, hein. Ça m'étonne pas que Stephen King ait dit ça par rapport à ce livre, parce que voilà, c'est un côté petite ville américaine, un peu, pas Amérique profonde, mais avec des gens un peu rustres, un peu, t'as le vieux café avec le mec qui fait de la musique dans le café, enfin, voilà, t'as un côté très américain, typique comme ça dedans. Voilà, j'ai bien aimé un peu cette ambiance-là. Pour le reste, voilà, c'était pas mal. La fin est un peu exagérée, on va dire, mais bon, ça reste un roman d'horreur fantastique. Voilà, ça m'a pas mal plu, mais c'est pas un chef-d'œuvre non plus. Pour ceux qui aiment l'horreur et tout, ça reste quand même un bon livre d'horreur. Hein. Je veux pas dire qu'il est mauvais, hein. Parce que voilà, dans les bouquins d'horreur, je suis très souvent déçu, hein, pour vous dire la vérité. Celui-là m'a pas déçu, j'ai pas trouvé qu'il était exceptionnel, mais ça reste quand même un bon livre d'horreur dans toute la production d'horreur qu'on peut voir aujourd'hui. Donc voilà, si vous aimez cette ambiance un peu hiver, un peu glaçante et tout ça, ben foncez dessus, c'était pas mal. C'était pas mal, voilà. C'est vraiment l'expression qui convient, et je vous conseille de le lire. Voilà, c'est terminé pour ce spécial Brajlon. Et voilà, on se retrouve tout bientôt avec une vidéo Nuit Blanche, une vidéo toute différente parce que je vais parler d'un roman contemporain que j'ai vraiment adoré, vraiment coup de cœur. Donc franchement, la prochaine vidéo, ne la manquez pas parce que là, c'est
waouh, j'ai eu des étoiles plein les yeux, j'ai vraiment adoré ce livre, donc le livre que je vous présenterai dans la prochaine vidéo. Donc n'allez pas trop loin, on se retrouve tout bientôt. Ciao ciao, à la prochaine.